Aujourd'hui, je vais vous lire quelques pages du livre Bel Ami de Guy de Maupassant. Je sais plus où est-ce que j'en étais dans cette page, donc je vais reprendre toute la page. Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Madame Walter murmura de sa voix lente. Vous feriez avec vos souvenirs une charmante série d'articles. Alors Walter considéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes, comme il faisait pour bien voir les visages. Il regardait les plats par en dessous. Forestier saisit le moment. Mon cher patron, je vous ai parlé tantôt de monsieur Georges Duroy, en vous demandant de me l'adjoindre pour le service des informations politiques. Depuis que Marambo nous a quittés, je n'ai personne pour aller prendre des renseignements urgents et confidentiels, et le journal en souffre. Le père Walter devient sérieux et releva tout à fait ses lunettes pour regarder Duroy bien en face. Puis il dit: il est certain que monsieur Duroy a un esprit original. S'il veut bien venir causer avec moi demain à 3 heures, nous arrangerons ça. Puis, après un silence et se tournant tout à fait vers le jeune homme: mais faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous raconterez vos souvenirs et vous mêlerez à ça la question de la colonisation, comme tout à l'heure. C'est d'actualité, tout à fait d'actualité, et je suis sûre que ça plaira beaucoup à nos lecteurs. Mais dépêchez-vous, il me faut le premier article pour demain ou après-demain, pendant qu'on discute à la chambre afin d'amorcer le public. Madame Walter ajouta, avec cette grâce sérieuse qu'elle mettait en tout et qui donnait un air de faveur à ses paroles. Et vous avez un titre charmant, Souvenir d'un chasseur d'Afrique, n'est-ce pas, monsieur Norbert? Le vieux poète, arrivé tard à la renommée, détestait et redoutait les nouveaux venus. Il répondit d'un air sec: oui, excellent, à condition que la suite soit dans la note, car c'est là la grande difficulté. La note juste, ce qu'en musique on appelle le ton. Madame Forestier couvait Duroy d'un regard protecteur et souriant, d'un regard de connaisseur qui semblait dire: toi, tu arriveras. Madame de Marelle s'était à plusieurs reprises tournée vers lui, et le diamant de son oreille tremblait sans cesse, comme si la fine goutte d'eau allait se détacher et tomber. La petite fille demeurait immobile et grave, la tête baissée dans son assiette. Mais le domestique faisait le tour de la table, versant dans les verres bleus du vin de Johannisberg, et Forestier portait un toast en saluant M. Walter: à la longue prospérité de la vie française. Tout le monde s'inclina vers le patron qui souriait, et Duroy, cri de triomphe, but un trait. Il aurait vidé même une barrique entière, lui semblait-il. Il aurait mangé un bœuf, étranglé un lion. Il se sentait dans les membres une vigueur surhumaine, dans l'esprit une résolution invincible et une espérance infinie. Il était chez lui maintenant, au milieu de ces gens. Il venait d'y prendre position, d'y conquérir sa place. Son regard se posait sur les visages avec une assurance nouvelle, et il osa pour la première fois adresser la parole à sa voisine. Vous avez, madame, les plus jolies boucles d'oreilles que j'ai jamais vues. Elle se tourna vers lui en souriant. C'est une idée à moi de pendre des diamants comme ça, simplement au bout du fil. On dirait vraiment de la rosée, n'est-ce pas? Il murmura, confus de son audace et tremblant de dire une sottise. C'est charmant, mais l'oreille aussi fait valoir la chose. Elle le remercia d'un regard, d'un de ces clairs regards de femme qui pénètrent jusqu'au cœur. Et comme il tournait la tête, il rencontra encore les yeux de Madame Forestier, toujours bienveillants, mais il crut y voir une gaieté plus vive, une malice, un encouragement. Tous les hommes maintenant parlaient en même temps, avec des gestes et des éclats de voix. On discutait du grand projet de chemin de fer métropolitain. Le sujet ne fut épuisé qu'à la fin du dessert, chacun ayant une quantité de choses à dire sur la lenteur des communications dans Paris, les inconvénients des tramways, les ennuis des omnibus et la grossièreté des cochers de fiacre. Puis, on quitta la salle à manger pour aller prendre le café. Duroy, par plaisanterie, offrit son bras à la petite fille. Elle le remercia gravement et se haussa sur la pointe des pieds pour arriver à poser la main sur le coude de son voisin. En entrant dans le salon,
il eut de nouveau la sensation de pénétrer dans une serre. De grands palmiers ouvraient leurs feuilles élégantes dans les quatre coins de la pièce, montaient jusqu'au plafond, puis s'élargissaient en jet d'eau. Des deux côtés de la cheminée, des caoutchoucs, ronds comme des colonnes, étageaient l'une et l'autre leurs longues feuilles d'un vert sombre, et sur le piano, deux arbustes inconnus, ronds et couverts de fleurs, l'un tout rose et l'autre tout blanc, avaient l'air de plantes factices, invraisemblables, trop belles pour être vraies. L'air était frais et pénétré d'un parfum vague, doux, qu'on aurait pu définir et dont on ne pouvait dire le nom. Et le jeune homme, plus maître de lui, considéra avec attention l'appartement. Il n'était pas grand. Rien n'attirait le regard en dehors des arbustes. Aucune couleur vive ne frappait. Mais on se sentait à son aise dedans. On se sentait tranquille, reposé. Il enveloppait doucement. Il plaisait, mettait autour du corps quelque chose comme une caresse. Les murs étaient tendus avec une étoffe ancienne d'un violet passé, criblée de petites fleurs de soie jaune, grosses comme des mouches. Des portières en drap bleu, en drap de soldat, où l'on avait brodé quelques œillets de soie rouge, retombaient sur les portes. Et les sièges, de toutes les formes, de toutes les grandeurs, éparpillés au hasard dans l'appartement, chaises longues, fauteuils énormes, ou minuscules, poufs et tabourets, étaient couverts de soie Louis XVI, ou du beau velours, du trek, fond crème à dessin grenat. Prenez-vous du café, monsieur Duroy. Et madame Forestier lui tendait une tasse pleine avec ce sourire ami qui ne quittait point sa lèvre. Oui, madame, je vous remercie. Il reçut la tasse et comme il se penchait plein d'angoisse pour cueillir, avec la pince d'argent, un morceau de sucre dans les œufs grillés que portait la petite fille, la jeune femme lui dit à mi-voix: faites donc votre cour à madame Walter. Puis elle s'éloigna avant qu'il eût pu répondre un mot. Il but d'abord son café, qu'il craignait de laisser tomber sur le tapis. Puis, l'esprit plus libre, il chercha un moyen de se rapprocher de la femme de son nouveau directeur et d'entamer une conversation. Tout à coup, il s'aperçut qu'elle tenait à la main une tasse vide. Et comme elle se trouvait loin d'une table, elle ne savait où la poser. Il s'élança. Permettez, madame. Merci, monsieur. Il emporta la tasse, puis revint. Si vous saviez, madame, quel bon moment m'a fait passer la vie française quand j'étais là-bas dans le désert. C'est vraiment le seul journal qu'on puisse lire hors de France, parce qu'il est plus littéraire, plus spirituel et moins monotone que tous les autres. On trouve de tout là-dedans. Elle sourit avec une indifférence aimable et répondit gravement. Monsieur Walter a eu bien du mal pour créer ce type de journal qui répondait à un besoin nouveau. Et ils se mirent à causer. Il avait la parole facile et banale, du charme dans la voix, beaucoup de grâce dans le regard et une séduction irrésistible dans la moustache. Elle s'ébouriffait sur sa lèvre, crépue frisée jolie, d'un blond teinté de roux, avec une nuance plus pâle dans les poils hérissés au bout. Ils parlèrent de Paris, des environs, des bords de Seine, des villes d'eau, des plaisirs de l'été, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir indéfiniment sans se fatiguer l'esprit. Puis, comme M. Norbert de Varenne s'approchait, un verre de liqueur à la main, Duroy s'éloigna par discrétion. Madame de Marelle, qui venait de causer avec Forestier, l'appela. « Eh bien, monsieur, dit-elle brusquement, vous allez donc dater du journalisme ?» Alors il parla de ses projets en termes vagues, puis recommença avec elle la conversation qu'il venait d'avoir avec madame Walter. Mais comme il possédait mieux son sujet, il s'y montra supérieur, répétant comme de lui des choses qu'il venait d'entendre. Et sans cesse, il regardait dans les yeux sa voisine, comme pour donner à ce qu'il disait un sens profond. Elle lui raconta à son tour des anecdotes, avec un entrain facile de femme qui se sait spirituelle et qui veut toujours être drôle. Et, devenant familière, elle posait la main sur son bras, baissait la voix pour lui dire des riens, qui prenaient ainsi un caractère d'intimité. Et
il s'exaltait intérieurement à frôler cette jeune femme qui s'occupait de lui. Il aurait voulu tout de suite se dévouer pour elle, la défendre, montrer ce qu'il fallait, et le retard qu'il mettait à lui répondre indiquait la préoccupation de sa pensée. Mais tout à coup, sans raison, Madame de Marelle appelait « Laurine !» et la fille s'en vint. « Assieds-toi là, mon enfant, tu auras froid près de la fenêtre. » Et du roi fut pris d'une envie folle d'embrasser la fillette, comme si quelque chose de ce baiser eût dû retourner à la mer. Il demanda d'un ton galant paternel: « Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle ?» L'enfant leva les yeux vers lui d'un air surpris. Madame de Marelle dit en riant: « Réponds, je veux bien, monsieur, pour aujourd'hui, et ce ne sera pas toujours comme ça. » Du roi, s'asseyant aussitôt, prit sur son genou Laurine, puis effleura des lèvres les cheveux montés et fins de l'enfant. La mère s'étonna. « Tiens, elle ne s'est pas sauvée, c'est stupéfiant. Elle ne laisse d'ordinaire embrasser que par les femmes. Vous êtes irrésistible, monsieur du roi. » Il rougit sans répondre, et d'un mouvement léger, il balançait la petite fille sur sa jambe. Madame Forestier s'approcha et, poussant un cri d'étonnement: « Tiens, voilà Laurine apprivoisée. Quel miracle !» Jacques Rival aussi s'en venait, un cigare à la bouche, et du roi se leva pour partir, ayant peur de gâter, par quelques mots maladroits, la besogne faite, son œuvre de conquête commençait. Il salua, prit et serra doucement la petite main tendue des femmes, puis secoua avec force la main des hommes. Il remarqua que celle de Jacques Rival était sèche et chaude, et répondait cordialement à sa pression. Celle de Norbert de Varenne, humide et froide, et fuyait en glissant entre les doigts. Celle du bel Walter, froide et molle, sans énergie, sans expression. Celle de Forestier, grasse et tiède. Son ami lui dit à mi-voix: « Demain, 3 heures, n'oublie pas. » « Oh non, ne crains rien. » Quand il se retrouva sur l'escalier, il eut envie de descendre en courant tant sa joie était véhémente, et il s'élança, enjambant les marches 2 par 2. Mais tout à coup, il aperçut dans la grande glace du second étage un monsieur pressé qui venait en combattant à sa rencontre, et il s'arrêta net, honteux, comme s'il venait d'être pris en faute. Puis il se regarda longuement, émerveillé d'être vraiment aussi joli garçon. Puis il se sourit avec complaisance. Puis, prenant congé de son image, il se salua très bas avec cérémonie, comme on salue les grands personnages. Voilà, donc je pose au début de ce chapitre